Bonjour à tous. Je peux dire bonjour. Ah oui, pardon, bonjour. Donc, Ça va être compliqué. Voilà, Pardon. refaisons-le. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je reçois aujourd'hui Jonathan. Donc, pour ceux qui regardent les vidéos règles Pax Renaissance, vous êtes au courant que j'ai un Jonathan dans ma vie. Il faut toujours avoir un Jonathan dans sa vie. Toujours. Quelqu'un qui est assez grand, dont j'ai fait un dessin grâce à une IA générative. Et vous pouvez enfin voir son visage, mettre un visage sur son prénom. Donc Jonathan est mon partenaire quasi exclusif de Pax Renaissance, en tout cas en 2024. Je pense que j'ai prouvé tout ce que j'avais à prouver en 2024. Ouais, c'est pas mal, effectivement, oui. Bon, je dois dire que d'avoir fait la vidéo règle m'a donné une avance de connaissance des règles, et c'est un point important. Alors, Oui. Jonathan, on se connaît, Ouais. je crois que c'est via Jean-Charles, Oui, avec qui tu jouais au 18XX. absolument. Et qui nous a mis en contact. Nous sommes là pour le J'aime Girjou Mars, Oui. que je fais avec Jonathan et pas avec Jean-Charles, car Jean-Charles, de son aveu, a été assez peu ludique ce mois-ci, et finalement avait pas assez de jeux ni de retour d'expérience à donner sur des jeux, et donc a cédé sa place à Jonathan. Qui, sans plus attendre, Ouais. va nous parler de son premier jeu, coup de cœur. Ouais. Bon, je suis pas trop dans l'actu, hein. Ça, Ah bah alors justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jonathan, on est tous les deux sur un groupe Signal Ouais. avec Vincent, parce que je l'appelle Vincent de l'art du jeu, mais c'est Vincent le vagabond ludique, et où vous êtes une secte, on va dire, C'est ça. où passé 2005, il n'y a plus aucun bon jeu. Non, c'est ça, ouais. Après 2005, en fait, plus rien ne vaut la peine d'être joué. Et effectivement, on est quelques-uns être nostalgique en fait. à être nostalgique et à affectionner beaucoup de vieux jeux, qui sont en fait des jeux que j'ai découverts récemment, hein, parce qu'ils sont vieux, mais ils sont récemment joués de mon côté. Et du coup, bah voilà, moi dernièrement, j'ai joué à quelques bons jeux, et je suis très content. Merci de l'invitation, de me permettre de remettre un petit peu ces jeux au goût du jour. Merci, merci. Bah, ça avec plaisir. Et entre autres, effectivement, le premier jeu, c'est Downfall of Pompéi, la chute de Pompéi. Donc c'est un jeu de course, de pose de tuiles, et qui est très particulier parce qu'en fait, il va se jouer en deux parties, en deux phases très distinctes. La première phase, on va poser nos meeples sur le plateau qui représente la ville de Pompéi, à l'époque, hein, avant sa destruction. On va jouer des cartes pour poser les pions dans des bâtiments selon la couleur et le numéro qui sortent. On va repiocher des cartes après les avoir jouées. Donc tout ça va être une première phase dans le jeu. Et dès qu'une certaine carte va être piochée, puisqu'il y a une préparation de pioche en amont de la partie, eh bien ça va déclencher l'éruption du volcan et la destruction de la ville va commencer. Et là, après avoir passé la moitié de la partie à placer ses pions, l'autre moitié, ça va être d'essayer de sortir le plus vite possible de la ville pour ne pas se faire recouvrir de lave. Voilà. En fait, ça me fait penser, il y a une rethématisation de ce jeu qui s'appelle Anachronie, non? Ouais. Tu connais Anachronie? Je connais Anachronie. En fait, tu as une phase où tu as une météorite qui s'éclate, et ça change le jeu. Ouais. Il faut fuir le plus vite possible la ville. Ok, bah ouais, alors c'est très propre. Après, je pense que le seul point commun, c'est cette rupture c'est ça. qui se peut... Où là, ça se joue dans les 2 ou 3 derniers tours. Ouais. Mais derrière, tous les mécanismes de jeu sont complètement différents. C'est Ok. la pose d'ouvrier, Ouais. ça n'a rien à voir. Ça, mais ça. ce côté, tout à coup, le jeu bascule Ouais. et il faut se dépêcher d'évacuer. En Oui. fait, c'est un des points forts d'Anachronie. Ouais. Alors, ouais, bah, c'est ça. Certainement, ça vient de là. En tout cas, ils ont ça en commun. Et alors, le rythme est absolument génial. C'est un jeu très familial. Hein. Attention, les règles sont très simples. Elles s'expliquent aussi rapidement que je viens de le faire. Le plus embêtant, c'est justement la préparation de ce deck, de cette pioche à faire un petit peu à l'avance. Et après, voilà, c'est très fluide, ça joue pour toute la famille. Les enfants adorent ce jeu-là. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui est de... Alors, attention, il faut que je retrouve le nom. Klaus-Jürgen Wrede. Ce nom peut peut-être parler à certains d'entre vous, puisque c'est l'auteur de Carcassonne, qui a fait ce Carcassonne avant la chute de Pompéi. La chute de Pompéi, c'est un jeu de 2004. Et moi, je le préfère, du coup, à Carcassonne, même s'ils sont quand même différents. Et il y a ce côté un petit peu pose de tuiles dans la chute de Pompéi qui est très sympa, parce qu'on va piocher les tuiles qui représentent la lave, qu'on va poser, il y a tout un système de pose sur le plateau, et puis voilà, il faut éviter que ces pions soient recouverts de lave. Il y a aussi un petit volcan 3D. C'est presque joué en fait.
Ouais, Il c'est n'y ça. avait pas cette histoire de... Tu sais, il y a un vieux jeu où tu avais une île avec une boule. C'est l'île, pas l'île mystérieuse, un truc comme ça? Ouais, quelque chose comme ça, ou qui fait quasiment jouet, quoi. Ouais, bon, on n'est pas à ce Ouais, niveau-là, ouais, hein. ouais. Mais en tout cas, tu as ce petit volcan en plastique, là, c'est une sorte de... Ouais, c'est un cône, quoi, que tu mets sur l'écran. Et donc, quand ton meeple est recouvert de lave, tu le fous dans le volcan, où tu as aussi des cartes qui te permettent, dans la première partie, de mettre des pions adverses dans le volcan, parce que à la Attends, fin de la partie, pardon. Tu vas-y, prends des pions ouais, et tu les mets dans le volcan. tu les mets littéralement dans le volcan. Putain, c'est quand même trash. C'est trash. Ah ouais, mais en plus, là, Tu joues la main de Dieu, Exactement. toi, tu brûles. Exactement. Toi, tu brûles. Et puis quand tu pioches une tuile et que tu vas la poser, c'est quand même le but du jeu, c'est d'essayer d'éviter que tes adversaires arrivent à sortir avant toi. Donc, tu es obligé d'essayer de recouvrir les meeples adverses. Bah oui, ou de les encercler. Désolé, ça n'a C'est rien de ça. personnel. Non, ça n'a rien de C'est personnel. strictement professionnel. Voilà. Alors, comme souvent dans les vieux jeux avant 2005-2010, c'est très méchant, c'est très interactif, Oui. c'est très dans ta face. Et c'est ça En qui est bien. étant, en étant simple. Oui, Aujourd'hui, ah oui. tu peux avoir des jeux pendant ta face, mais qui ont des couches de règles supplémentaires. Ça reste familial. Exactement. Et c'est vrai, on va publier une vidéo. Alors, je vous fais un spoiler. C'est une vidéo qui ne sera. Alors, c'est pas avec Jonathan. Non. J'oserais pas. Une vidéo qui ne sera pas tout public et qui sera réellement interdite aux moins de 18 ans sur les jeux punitifs. Aujourd'hui, les jeux punitifs sont généralement des jeux qui sont très compliqués, mais c'est vrai qu'à l'époque, un Edge of Steam, qui est un jeu compliqué mais qui a un système de règles qui est assez simple, un joueur pouvait littéralement se faire éliminer de la partie, un peu comme à Loup-Garou, hein, où toi, tu sors, tu peux rentrer chez toi, assez tôt dans la partie. Ça, c'est plus envisageable aujourd'hui. Non. Non, c'est plus tout faisable aujourd'hui. Et bon, alors là, il n'y a pas d'élimination, mais il y a quand même un système de... Voilà, vraiment, le but du jeu, c'est quand même de réussir à survivre avant, ou en tout cas d'en faire survivre plus que son adversaire. Donc, forcément, si on peut réussir à en tuer quelques-uns, on est content. Voilà, donc c'est très sympa. Il y a ce sentiment de course aussi, parce que alors les règles sont simples, mais il y a quand même des petits twists sur comment s'enfuir. Il y a des règles de mouvement, des règles de pose de tuiles, etc. Donc il y a quand même aussi un aspect stratégique qui est intéressant, ce qui fait que c'est jouable enfant et grand. Oui, tu as différents niveaux de jeu en fait. Exactement, tu as différents niveaux de jeu, parce que tu peux aussi, pour faire rapide, mais la deuxième partie du jeu, quand tu veux t'enfuir, un meeple peut se déplacer d'un nombre de cases égal au nombre de pions qu'il y a dans sa case de départ. C'est un peu de la Wallée en fait. Et c'est ça. C'est drôle parce que ça veut dire que les gens se poussent les uns les autres. C'est ça, ouais, exactement. Et puis donc du coup, tu peux aussi décider de dire, bon voilà, moi certes, je vais pas sortir tout de suite, mais en faisant ce move-là, comme je quitte la première case, les autres vont avoir un point de mouvement en moins, etc. Oui, etc. d'accord. Oui, Voilà. parce que tu peux cohabiter Exactement. avec d'autres joueurs sur la même case. Complètement. Tu peux tout à fait avoir plusieurs joueurs dans la même case, et donc du coup, c'est le nombre total de joueurs, quelle que soit la couleur du pion et quel que soit le C'est un joueur. côté presque Deep Adventure, Ouais. où tu te fais la courte échelle pour remonter au sous-marin. C'est ça, ouais. Tu peux le rapprocher de ça. J'en ai fait une partie, effectivement, ça peut se rapprocher de ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Et alors, justement, durée de partie? Alors, c'est moins d'une heure, avec explication des règles. Il faut compter 45 minutes, 50 minutes, je pense. Très familial, beaucoup de rythme. Donc, les tours, c'est une action ou deux par personne. Ça va très vite. Et voilà, c'est beaucoup de fun autour de la table. Les enfants adorent. Moi, j'ai joué avec ma fille et Vincent. Dans la première partie, on était tous les trois. Elle a quel âge, ta 11 ans. Là, elle a 12 ans maintenant, mais elle avait commencé à 12 ans. Tout de suite, elle a adoré le jeu, elle adorait jeter mes pions dans le volcan. Enfin, voilà, ça c'est... Voilà papa. Voilà, papa. Mais ça, c'est pour marrant, toi. voilà. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas d'enfants. Oui, effectivement. Voilà, c'est totalement ingrat d'avoir des enfants. C'est ça. Mais en tout cas, c'est génial. Et depuis, on y joue de temps en temps. C'est un jeu quand même beaucoup. Tu joues à combien? Il faut être quand même assez nombreux. Ça se joue, je crois, jusqu'à 4. Ouais, c'est jusqu'à 4 joueurs. 4, c'est quand même bien. 3, 4, c'est bien. 2, je crois pas trop l'intérêt. Le 4, c'est le fun. Et 3, ça me passe très bien. Ouais. Donc, moi, je vais vous parler d'un jeu, c'est Ironwood, qui est ici. J'ai fait une partie, une seule, avec Christophe, que je salue. Et c'est un jeu asymétrique de Mind Clash, localisé par Super Meeple. Et une partie, c'est juste pas du tout assez pour parler de ça. Parce qu'en fait, vous allez jouer le clan Iron versus le clan Wood.
c'est-à-dire les cuirassés, et la technologie contre des indigènes de la forêt, vous allez avoir des règles asymétriques, y compris d'occupation de territoire. Il y en a qui vont, donc les habitants locaux, les indigènes, se déplacent dans les forêts. Les Iron, je vais les appeler les Anglais par rapport à Root, donc, parce qu'ils incarnent, ils représentent la technologie, se déplacent sur les crêtes des montagnes. Donc c'est déplacement asymétrique, jeu de cartes asymétrique, 38 plus 3, c'est-à-dire 41 cartes asymétriques. Pour pouvoir en parler de manière crédible, même si on est sur cette chaîne, je pense qu'il faut avoir minimum 4-5 parties de chaque clan. Mais globalement, ce que je peux vous dire en premier retour, c'est que Iron va essayer d'avoir une économie de cristaux grâce à une foreuse, et globalement ça va être des déplacements d'escouades qui vont être assez nombreuses, qui pourront aller péter les dents des indigènes de la forêt. Et les indigènes de la forêt vont être beaucoup plus mobiles, vont implémenter une technique de guérilla ou vont faire des attaques locales, et ils vont essayer d'attaquer la foreuse, parce que la foreuse, c'est l'économie, c'est le moteur économique. Bon, première partie plaisante, jeu très très beau, reste à voir si le jeu est intéressant derrière la beauté. Clairement, c'est du Mind Clash, c'est magnifique, il y a des inserts, comme vous le voyez sur les photos que je mets à l'écran. Est-ce qu'il y a un vrai bon jeu derrière? Il y a des échos positifs et je reviendrai dessus après pas mal de parties. C'est trop tôt. Et donc je laisse la parole à Jonathan pour le second jeu. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Alors sans transition, on repart encore sur un vieux jeu avec Big Shot. Big Shot d'Alex Randolph, alors un grand nom du jeu de société. Je monte la boîte. Elle est là, tac, elle est là. Voilà, Big Shot, c'est la vieille boîte parce qu'elle a... Et vous en trouverez peut-être plusieurs dans d'autres versions. Ravensburger en plus, vous voyez, donc on n'est pas sur pas sur l'édition. C'est pas Mind Clash, quoi. Non, on n'est pas sur Mind Clash. C'est un super jeu d'enchères. Moi, j'aime bien les jeux d'enchères. J'aime pas tous les jeux d'enchères. C'est une mécanique que j'apprécie quand elle est bien faite ou en tout cas quand elle est bien amenée. Enchères et majorité sur une carte qui représente une ville qui est découpée en quartiers. Les quartiers ont différentes valeurs. Et nous, on va incarner des promoteurs immobiliers un petit peu véreux, et on va essayer de contrôler, de prendre le contrôle des quartiers à plus fort revenu pour être à la fin de la partie le plus riche. Alors, ce qui est intéressant... Comme dans la vie. Comme dans la vie, exactement. C'est l'école de la vie. C'est comme ça qu'il le présente à ses enfants. Exactement. Eh ben oui, mais c'est comme dans Big Shot que je leur dis. Ouais. T'as une mauvaise note, c'est comme dans Big Shot, bam, et voilà. Alors, le principe des enchères dans ce jeu est assez original. Donc, bien sûr, chaque joueur incarne une couleur. On a des cubes qui vont être disposés dans des petits cercles tout autour du plateau. On va avoir un pion qui va se déplacer aléatoirement grâce à un lancer de dés sur une de ces cases. Et les 4 cubes de la case vont être mis en vente aux enchères entre les différents joueurs. C'est à tour de rôle. On passe ou on en renchérit sur l'enchère précédente. Et le joueur qui gagne l'enchère a le droit de placer où il le souhaite chacun des petits carrés, des petits cubes. Pas forcément dans le quartier en vis-à-vis, en fait. Absolument pas. C'est où tu le veux sur la carte. Et tu peux mettre chaque cube dans un quartier différent? Tu peux le mettre dans un quartier différent, absolument. Et les cubes de tes adversaires aussi, oui. De toutes les couleurs. Et le principe de majorité sur ce jeu-là, c'est que dans chaque quartier, il ne peut pas y avoir plus de 7 cubes. Et ça se fait, bien sûr, au joueur qui a la majorité de sa couleur présente sur le quartier. Il prend possession du quartier. Si on arrive à 7, celui qui a le plus de cubes parmi les 7, il met une petite tuile vendue sur le quartier. Et s'il y a moins de 7 cubes, c'est à la fin de partie, une fois qu'il n'y a plus de cubes en jeu, on regarde le joueur qui est majoritaire sur le quartier pour définir celui qui est propriétaire. Par contre, la twist, c'est que, comme ça se fait dans certains jeux, quand il y a une égalité sur ceux qui ont le plus de cubes, c'est le troisième. Oui. C'est comme Las Vegas, en fait. Exactement, c'est exactement le même principe. C'est le troisième ou celui qui vient en dernier qui, du coup, récupère la propriété du quartier. L'autre aspect super intéressant, c'est que l'argent est très tendu dans le jeu. On ne gagne pas d'argent pendant le jeu. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Joël, mais comment faisons-nous pour enchérir si nous n'avons pas d'argent? Mais comment faisons-nous pour enchérir si nous n'avons pas d'argent? Eh bien, très bonne question, Joël. Eh bien, parce qu'on peut emprunter de l'argent. On a des petits jetons. Comme dans la vie. Comme dans la vie. On a des petits jetons qui vont symboliser l'emprunt que l'on fait à la banque. Cet emprunt, alors on peut le faire à chaque tour, une fois. Il y a une variante du jeu qui dit qu'il faut le faire avant de commencer à enchérir. Voilà, la version, on va dire... punitive, quasiment. Ouais, et experte, si on veut, du jeu.
pour une première partie, on peut en cours d'enchère, Ouais. si on est à court d'argent, demander un prêt. Tu sais à quoi ça me fait penser ça? Vas-y. C'est la différence entre Edge of Steam et Steam. Ouais. Edge of Steam, il faut que tu prévois ton budget, tout ce que tu vas dépenser en première phase, Ouais. parce que tu vas émettre des actions. Ouais. Et tu émets des actions, du coup tu vas avoir des dividendes à payer à la fin de chaque tour, tandis que dans Steam, c'est réellement un emprunt. Quand tu veux et que tu as besoin d'argent, tu fais un emprunt. Ouais, mais mine de rien, ça change beaucoup de choses Clairement. dans le jeu et dans la stratégie, et bien, sur ce jeu-là aussi. Et la particularité aussi, c'est que les jetons valent 10 millions. Quand on emprunte, Comme dans la vie. comme dans la vie, quand on emprunte le premier jeton, la banque ne nous donne que 9. Quand on emprunte le deuxième jeton, que 8. Le troisième, 7, etc. etc. Donc c'est dégressif. Ou, oui, Gressif gressif. ou agressif. Voilà. Ou agressif. Et à la fin de la partie, quand on a fini les majorités, quand on calcule combien nous rapporte chaque quartier, et bien sûr, on doit soustraire les 10 millions par jeton, 10 millions par jeton qu'on a dû emprunter pendant le jeu. Donc quelqu'un qui est un peu en retard sur la majorité des quartiers peut, s'il a peu emprunté et mieux gérer ses enchères, en fait remporter la victoire, et c'est pas rare que ça arrive. Est-ce que tu as joué à Imperial Steam? Je n'ai pas joué à Imperial Steam. Parce que Imperial Steam, tu as ce système-là de je vends des actions, etc. Et en fait, tu vas perdre, pour chaque action que tu as pris, 10% de ton score à la fin. Oh. Donc tu as pris 3 emprunts, tu perds 30% de ton score. Ouais, la vache. La vache. Ouais. Donc là, c'est un peu la vache aussi. Après, bon, il y a plein de petites choses. Il y a des quartiers qui vont nous doubler la valeur du quartier adjacent si on est propriétaire des deux, etc. Il y a plein d'autres petites règles comme ça, mais le concept est celui-ci. C'est génial, ça dure 45 minutes. Jouable à 4, hein, vraiment. Plus on est nombreux, c'est 4 maximum, et c'est vraiment, je pense, Oui, il faut mieux pas être moins, en fait. il vaut mieux pas être moins. Il y a des petites variantes qui permettent de le jouer à 3. 4, c'est la meilleure configuration. Alors, quand tu me le décrivais avant qu'on enregistre, ça me faisait penser un petit peu à Metropolis, dans le côté valorisation de la valeur des quartiers par rapport à est-ce qu'il y a des métros, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela. Sauf qu'à Metropolis, tu as des objectifs qui sont cachés. Exactement. Donc, ça va y avoir une valorisation qui est vraiment que pour toi, mais tu as quand même une valorisation aussi qui est publique et des centres d'intérêt pour motiver quelqu'un à acheter ce quartier qui sont ouvertes, quoi. Ouais, dans Metropolis, je pense que c'est aussi ce qui fait que on parle de rejouabilité du jeu. Je pense que c'est ça aussi qui le fait, parce que ces objectifs-là peuvent varier aussi en fonction, et puis l'emplacement de certaines tuiles peuvent le faire. Ici, non, il y en a beaucoup moins déjà que dans Metropolis, et c'est toujours la même chose. Donc bon, c'est juste un petit... Oui, c'est plus familial. En fait. Ah oui, c'est pareil, c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus familial, qui est technique, mais surtout qui, bon, moi j'aime beaucoup aussi ces jeux-là, c'est de l'ambiance autour. Oui, en fait, c'est les joueurs qui créent la partie. Ah oui, complètement, non, mais je savais que tu n'avais pas les couilles de faire un emprunt pour me doubler. C'est ça. Non, mais je pense que tu as raison de te coucher et de t'écraser un petit peu. Ça t'apprend l'humilité, tout ça. Exactement. Alors, c'est le genre de jeu, faut pas avoir peur de s'en mettre plein la figure et de bien comprendre que c'est pour plaisanter. Exactement. Et pour mettre de l'ambiance autour de la table. Ouais, tout à fait. Alors moi, c'est un jeu que j'adore faire découvrir, parce que voilà, même les gens qui ne jouent pas au jeu peuvent y jouer. Et à chaque fois, c'est un grand succès, tout le monde adore. Alors, c'est tellement un succès qu'il m'a pitché quand même les 2 premiers jeux dont tu viens de parler. Il a assisté en direct à ma compulsion, c'est-à-dire que ça a été instant buy. Il y a eu un accident de clic, on peut dire ça. Tu m'as donné une grande baffe dans la figure, et vous voyez l'énergumène, il m'a projeté sur ma souris. Il se trouve que ça a accidentellement tout mis dans un panier et validé. Voilà. Ça va très vite, hein. C'est fou, hein. C'est dingue. Comme une vie peut en un instant basculer. Et si tu étais honnête, mais je vais pas dire que tu es malhonnête, parce que vous voyez un petit peu la différence des gabarits, tu me paierais au moins la moitié. Alors, en sachant que, justement, Big Shot, il y a une réédition d'un éditeur coréen, qui dans des petites boîtes, hein, c'est ça, c'est des toutes petites boîtes. Dernièrement, il fait pas mal de vieux jeux. Plate, c'est Plate ou Playit, oui, Playte, qui réédite un certain nombre de vieux jeux. Et il se trouve que je viens, attention, vous êtes assis, je viens de commander le jeu sur Amazon Corée, parce que c'est une boîte coréenne. Absolument, j'en suis témoin. Et ça me coûte moins cher que d'occasion ici. Hein. Ouais, pas en bilan carbone, mais oui. Je veux dire, le bilan carbone, entre Trump qui remet les pailles en plastique et l'Allemagne qui est quand même à l'usine à charbon, c'est pas ton petit jeu coréen qui va faire... Voilà, j'ai pas d'enfant, après moi le déluge. C'est ça. Voilà. Alors,
Moi, je regarde le jeu que je vais vous présenter, qui est Chuan, Qui a l'air beau aussi celui-là. Hein. qui a l'air beau. Je remercie Auguste de Matago qui nous a envoyé le service presse. Le service presse français, c'est Jean-Charles qui l'a récupéré parce que j'avais déjà acheté la VO, parce qu'il y a marqué, non pas jeu dessus, ce qui aurait été une raison suffisante, mais il y a marqué Tom Lehman. Alors, Tom Lehman, c'est Race for the Galaxy, c'est Res Arcana. Alors chaque Res Arcana est plus clivant. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un jeu de tableau building qui est le haïku du tableau building. Tu as 7 cartes dans toute la partie et c'est tout. Je trouve ça magnifique. Et là, c'est un jeu, je ne savais pas ce que j'achetais, mais je savais que j'achetais un jeu de Tom Lehman. Et en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. J'adore, mais j'ai prévenu Auguste. J'ai une relation d'amour-haine, amour absolu, haine absolue envers ce jeu, et je vais expliquer pourquoi. Les ludopathes podogophiles, je vais les appeler les ludopogos, ils ont, dès qu'ils présentent un jeu, une section sur la clarté des règles et comment les règles sont écrites au départ. C'est un critère, mais c'est pas un critère que je vais trouver déterminant si un certain minimum est là, et même si je suis, après une première partie, toujours à relire des règles et peut-être à me rendre compte que j'ai fait des erreurs, j'ai plutôt tendance à dire j'ai fait une erreur, que les règles sont mal écrites. Mais là, Tom, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, putain. Non mais, je suis sérieux en fait. J'ai l'air de plaisanter, je suis très en colère. Les règles, oui, c'est une boîte quoi, c'est de l'A5. Vous avez 3 pages de règles A5. C'est impitable. C'est-à-dire qu'on était 2 avec Bastien, on lit les règles, on commence à jouer, on est là à se poser des questions, et à s'auto-énerver l'un l'autre, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. Je comprends rien. Je vais sur le forum BGG, Board Game Geek, section règles. C'est un jeu de complexité 2.2, parce qu'on peut pas mettre des nombres à virgule. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis 2, et il y a des gens qui ont mis 3. Alors pour moi 3 c'est clairement trop. Pour moi c'est une complexité 2, 1,5, 2 quoi. Il y avait 30 topics de questions, maintenant 31 parce que Tom Lehman a été obligé de faire une FAQ, les questions les plus fréquemment posées, et c'est des pages et des pages de FAQ. Alors je vais expliquer le jeu quand même un petit peu. C'est un jeu à la Scout, à la Odin, où vous allez jouer un nombre de manches successives, et à chaque manche, en fait, c'est un jeu à 2, de duel, le premier qui a vidé sa main marque des points, l'autre non. Le premier qui arrive à 31 a gagné. Les cartes, c'est des cartes qui ont des valeurs, ça va de 0, alors le 0 est un peu spécial, on va dire de 1 à 9, et en fonction de la valeur, vous avez un nombre d'exemplaires de chaque carte, vous avez beaucoup de 1, un tout petit peu moins de 2, un peu moins de 1, et bref, vous avez 1 9, 2 8, 3 7, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là. Le joueur qui a l'entame joue un ensemble de cartes, c'est-à-dire que par exemple je vais jouer 4, 2, 4 exemplaires du chiffre 2. Le nombre 4, c'est-à-dire le nombre de cartes, est fixé pour cette main, et à chaque fois on va se répondre en jouant 4 cartes, mais de valeur supérieure. Donc il peut jouer 4, 3 ou plus. Je peux jouer 4, 3, 4, 5, etc. Bah, tu peux pas jouer 4, 8 parce qu'il n'y a pas 4, 8. En fait, il n'y en a que 2. Et puis, on va faire aller-retour comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. Celui qui gagne, en fait, cette main, et celui qui a l'entame pour la main suivante. Et il peut décider de jouer un 8, par exemple. Et dans ces cas-là, l'autre peut jouer un 9 pour le battre, mais ne pourra pas jouer autre chose. Parce que tu ne peux pas rajouter 2 cartes derrière. Tu non, tu ne peux pas changer le nombre de cartes. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Okay. C'est hyper simple ce que je viens de dire. Ouais. Bah, en fait, il y a un twist quand même, c'est que les cartes de valeur 3 et les cartes de valeur 6 ont des pouvoirs. Et ces cartes de pouvoir vont avoir des pouvoirs avec des timings de pouvoir un petit peu différents. Vous avez des cartes que vous pouvez jouer avant, quand vous avez l'entame, avant de lancer la main. Vous avez des cartes qui sont en réaction d'événements qui sont marqués sur la carte. Puis vous avez des cartes que vous pouvez jouer à tout moment. Voilà. Et ben en fait, sur ce timing de cartes, c'est l'apocalypse dans les règles. Et surtout, c'est l'apocalypse sur, je trouve, personnellement, l'aide de jeu. C'est-à-dire que vous avez une aide de jeu qui vous indique la structure du tour. Bah, c'est pas marqué qu'on peut jouer des cartes. Et quand on fait la réflexion à Tom Lehman, il dit oui, mais au 5e paragraphe de la 2e page, paumé au milieu de nulle part, il y a marqué que jouer une carte pour son pouvoir, parce que quand vous jouez une carte sur son pouvoir, ça ne fait pas partie de votre set.
Et dans la structure de tour, il y a marqué, vous devez répondre avec un set. S7 égale SET, un ensemble de cartes. Donc, tu joues 3 cartes, je dois répondre avec 3 cartes. C'est ça qui a marqué sur l'aide de jeu. Mais ma carte avec mon pouvoir, je peux la jouer avant ou pas? Ah bah oui, mais dans le corps du texte, au milieu des 3 pages, il y a marqué que ça fait partie en fait du jeu du set. Mais c'est pas sur l'aide de jeu. Et donc on était là. Puis après, il y a des questions sur les pouvoirs et les timings de quand est-ce que je peux jouer quelque chose. Et ça, c'est le jeu de base. Et ensuite, vous avez tout un système d'événements où, au début de chaque manche, vous retournez une carte bleue qui va modifier des conditions de scoring et globalement une règle en jeu. Et c'est hyper chouette. L'ensemble fait que vous avez un jeu qui est globalement un jeu de défausse, qui s'apparente quasiment à un jeu de pli à deux. Super simple. Et tu te dis, ah putain, moi, Tom Lehmann, d'habitude, j'achète pour du tableau building et des jeux de cartes à combo, là c'est pas le cas. Il a réussi le pari totalement. Pour moi, c'est un des jeux, je pense que ça va être un de mes jeux les plus joués de l'année aux côtés de Flesh and Blood. Parce que je sais pas si je t'ai parlé de Flesh and Blood. De Flesh and Blood. Je connais pas. Ouais, c'est un petit jeu inconnu. Pas cher. Pas cher. Ça vaut beaucoup moins que une carte de Flesh and Blood. Globalement, c'est un jeu de reprise de main. C'est-à-dire, j'ai la main. Comment je fais pour me débarrasser de l'intégralité de la main sans la perdre? Parce que s'il me reste 2 cartes et que tout à coup je perds la main et que l'autre il a toutes ses cartes, s'il joue un ensemble de 5 cartes, je pourrais pas suivre, je vais être obligé de passer. Et en fait, vous avez des cartes à pouvoir, justement, qui vous permettent d'avoir des reprises de main. Et c'est comment je reprends la main, comment je ne la perds pas, et c'est-à-dire comment j'ordonne le jeu de mes cartes pour être à peu près sûr que je ne perde pas la main. Parce que j'oublie un petit détail, il y a 46 cartes, chacun va en avoir 15, et il y a 16 cartes dans une pioche, et à mon tour, je peux prendre une pénalité pour piocher 2 cartes. Ce qui fait dire que quand moi je n'ai pas une carte, il y a 50% de chance que l'autre l'ait, ou 50% de chance qu'elle soit dans la pioche. Et là, ça se rapproche d'un jeu qui s'appelle Bestiole en guerre. Tu connais ça? Je connais. En fait, il y a 18 cartes, si chacun, si j'ai pas une carte, c'est 50% de chance que l'autre l'ait. Et en regardant ce qu'il y a dans la défausse, en regardant ce qui a déjà été joué, donc défausse, je viens de le dire, en regardant ce que j'ai dans ma main, il y a des cartes qui permettent de scouter les 4 premières cartes, c'est-à-dire je regarde ce qu'il y a, j'ai un 8, il y a un 8, bon bref, je couperai ça tellement c'est nébuleux et je patauge, il faut bien que quelqu'un remplace Jean-Charles. Vous avez un jeu que je trouve extrêmement réussi parce qu'il est extrêmement fin et j'en veux énormément à Tom Lehmann de cette écriture de règles. Tout se passe comme si, l'impression que j'ai, c'est que Tom Lehmann, il a écrit des règles, il les a fait lire à personne, et il a fait, allez, c'est publiable. T'es sûr que c'est lui qui les a... C'est lui qui les a écrits. Sur ses autres jeux, il a bien... c'est lui qui répond sur BGG à tout ça, et à chaque fois il répond, je comprends pas, on a une discussion sur BGG, à chaque fois que je réponds à quelqu'un, je cite les règles. Et je lui ai répondu, si toutes les infos y sont, c'est qu'elles sont pas au bon endroit, si tu as des questions. Ça, c'est la première chose. Et 2, toi, Tom Lehmann, quand tu t'assois à une table et que tu joues, t'as écrit les règles, tu connais le jeu, c'est toi qui l'as créé, donc tu as une connaissance globale du jeu. Moi, je découvre les pouvoirs les uns derrière les autres. Donc, quand je te demande, cette carte-là, est-ce que je la défausse tout de suite ou pas, et que tu me réponds, de toute façon, il n'y a aucune carte qui peut aller la chercher dans la défausse, donc on s'en fout. Je te réponds, ouais, mais moi, je connais pas toutes les cartes, toi, tu les connais toutes, je sais pas, moi, s'il n'y a pas une carte qui peut aller la chercher dans la défausse, et puis tu t'appelles Tom Lehmann, t'as fait Race for the Galaxy, t'as fait Race Arcana, qui dit Tom Lehmann dit extension. Est-ce qu'il n'y aura pas une extension plus... C'est vraiment l'exemple de... On perd du temps à faire des économies. Il a voulu faire trop concis, trop machin, trop truc. Ça ne marche pas. Vous avez un appartement qui est magnifique, mais qui a une porte qui est à 3 mètres du sol pour y rentrer. Et je veux énormément de bien ce jeu. Et là, je suis en train de vous dire, vraiment, jouez-y, c'est génial. Et paradoxalement, et c'est ça mon rapport haine-amour, je veux pas que ce jeu marche. Parce que je veux sanctionner la connerie de Tom Lehmann. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Quoi. Voilà, Tom. T'as compris? Voilà. J'espère que tu m'écoutes avec des sous-titres, connard. Non mais,
Tom Lehmann a fait Race for the Galaxy, qui pour moi est le jeu, mon numéro 1 de tous les temps. Et même si j'y joue plus jamais de ma vie, il n'y a aucun jeu qui pourra dépasser le nombre de parties que j'ai fait de Race for the Galaxy. Donc je dis ça, je plaisante. Tom Lehmann n'est pas un connard. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et là, je suis énervé. Parce qu'il risque d'y avoir un mauvais bouche à oreille à cause des règles. Ouais. Et d'ailleurs, à cause de ce que je dis. Il y a plein de choses, parce que tu vois, ce que tu dis là est très juste. En plus, ce type de jeu, c'est quand même des jeux qui sont pas si simples. Tu vois, tu dis 2 joueurs, jeux de cartes, etc. Mais souvent, les jeux de pli ou les jeux de défausse ou les jeux avec des cartes à combo, c'est des jeux qui sont assez durs à expliquer de toute façon, de par leur particularité, ou tu vois, surtout à l'écrit. Ouais, là, normalement, tu vois, un jeu de défausse pure, à la Scout, à la Odin, c'est hyper simple à expliquer. Là, ce qui rend le jeu compliqué, c'est vraiment les cartes qui ont des pouvoirs. Ouais. Ce jeu pourrait être un jeu, même un jeu tremplin, des gens qui jouent à des cartes, justement, Odin Scout, vers du jeu plus expert. D'accord. Mais ils ratent ce virage parce que ce sont précisément ces gens-là qui ont besoin des règles hyper claires. Ouais. Parce que moi, je vais aller faire l'effort d'aller sur BGG. Ouais, les autres, moi, j'aurais pas l'effort. Voilà, t'as une FAQ de Tom Lehmann qui est sur les cartes des pouvoirs, et puis attends, quand tu rajoutes les événements, alors là, quoi t'as une nouvelle dimension de question. Ouais. Et tu te dis, moi j'en ai parlé à quelqu'un qui aime bien les petits jeux. Et je lui dis, par contre, les règles, j'ai vu à son langage non verbal, je l'avais déjà perdu. Ouais. En fait. Et donc, alors que je voulais lui défendre le jeu, j'ai fait en sorte qu'elle ne l'achète pas, malgré moi. Ouais. Mais c'est pareil, là, il n'est pas tout seul quand même, Tom Lehmann, pour faire un jeu comme ça. Alors je dis pas que Matago, il a été édité ailleurs ou localisé, ou je sais pas, mais il y a personne qui s'est posé la question. J'ai l'impression qu'il a écrit des règles. Normalement, j'ai jamais écrit de règles, mais t'écris des règles, tu donnes le jeu à quelqu'un avec ses règles, tu dis, joue-y, je t'explique rien, si t'as des questions, j'itère sur les règles, et puis deuxième itération, je donne à quelqu'un d'autre, etc. Là, l'impression c'est que ça a été donné à personne. Personne. Ouais, c'est bizarre. Et Tom Lehmann, il n'en démord pas. C'est-à-dire que sur BGG, il dit, je comprends pas. Il dit, je vois qu'il y a un problème, parce qu'effectivement, le nombre de questions est criant de vérité, mais je vois pas où il est. Et donc, il a fait une FAQ. Cette FAQ, je pense, va être traduite sur le site de Matago, mais déjà, il faut le savoir. Enfin, donc, je vous le dis, il va y avoir une FAQ traduite en français sur le site de Matago. Et chose aussi qui est importante, et qui va bénéficier au jeu, c'est qu'il va y avoir un portage sur Board Game Arena. Là, le jeu est en alpha test et ce sera 2025 sur Board Game Arena. Et je vous dis, jouez-y. Je dirais achetez-le, mais Tom. Bon, j'en ai assez dit. Bon, j'enchaîne. T'enchaînes, ouais. Alors, j'enchaîne avec un jeu complètement différent encore. Affenraffen. Alors, on repart là dans les... Affenraffen, jeu à l'allemande, année 2002, donc on est encore dans du vieux jeu. Pourquoi je vous montre ce jeu? Déjà parce que j'y ai joué il n'y a pas longtemps, parce que c'est un jeu que j'adore, un jeu très familial. Là, c'est vraiment presque un jeu pour enfants, parce que on peut le sous-titrer Memory 2.0. Hein, voilà, c'est un peu ça. C'est un jeu de Michael Schacht, qui est très connu, qui a fait Coloretto, qui a fait... Junk. Oui, Junke, oui. Les Jonques, voilà, exactement. Très prolifique, qui fait beaucoup de jeux, publie beaucoup de jeux, surtout dans les années 2000. Et aussi parce que c'est un jeu de mon éditeur préféré, qui est Gold Cyber, que vous avez là. Donc là, voilà. Ça, vous avez le petit logo, tu le mettras bien, tac, comme ça sera top. Gold Cyber, pour moi, c'est un stand-by. C'est ceux qui ont édité Lowenherz, l'Eldorado du vieux jeu, hein, Lowenherz quand même. Et du jeu d'affrontement pour ta gueule. Hein. Voilà, exactement. Et Gold Cyber, voilà, c'est que des magnifiques titres. Et celui-ci, qui est un jeu absolument que j'ai acheté justement pour ça. J'avais et l'auteur que j'aime et l'éditeur, que je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Écoute, rien du tout d'ailleurs maintenant. C'est un jeu de Memory 2.0. Comment ça marche? En fait, c'est un Memory avec pas mal de tuiles, mais relativement peu de différents, parce que ça reprend des dessins d'animaux. Il y a 5 animaux seulement, dans 3 couleurs différentes. Le fond des tuiles, jaune, bleu, rouge, voilà. Et en fait, tout le monde joue en même temps. Donc c'est un memory où on met toutes les tuiles sur la table. On ne doit jouer qu'avec une seule main. D'accord? Donc on a une main dans le dos et tac, on tourne les tuiles. Et tout le monde joue en même temps. Ça me donne envie de faire de l'humour noir sur les manchots, mais... Ouais. Ah non, toi, tu joues avec l'autre main. C'est ça. Mais non, il peut pas. Mais donc, voilà. Donc, c'est tout le monde joue en même temps. Et à chaque manche, ça joue en 3 manches,
on va avoir un objectif qui est différent donc, sur toutes les manches. Et par exemple, ça va être eh bien, 3 paires d'animaux différents. Parce que l'idée, c'est bien sûr, comme un memory, de retourner les pièces et de trouver des paires. Et on peut avoir dans cette manche-là, l'objectif, 3 paires d'animaux différents. Ou alors, une paire de chaque couleur. Ou alors, 5 paires différentes, quelle que soit la couleur ou l'animal, etc., etc. Et donc, en fait, on va retourner une tuile par une tuile, avec une seule main, donc on ne va pas retourner dedans en même temps, c'est d'où l'idée. Et quand on va trouver, chouette, on a une paire d'animaux, tac, on la met devant nous. Et puis, il faut que j'en trouve une deuxième, etc., etc. Sauf que je n'ai pas le droit de regarder ce que j'ai déjà trouvé. Donc, c'est un double memory. Je dois me repérer dans les tuiles qu'il y a sur la table, que mes adversaires peuvent déplacer d'un côté, et en même temps, je dois aussi me remémorer ce que j'ai déjà pioché. Par exemple, si je dois faire 3 animaux, 3 paires différentes, et que j'ai 2 fois le zèbre, eh ben, tant pis pour moi, j'ai perdu. Moi, je pourrais pas jouer à jeu, voilà. En particulier aux États-Unis où il y a le port d'armes. Parce que moi, il y a un mec qui touche à une tuile que j'ai déjà touché, c'est shotgun. Toi, tu touches pas à ma tuile. Et ben, c'est un peu ça, mais alors c'est génial. Et en plus, il y a encore d'autres petits twists, c'est que vous avez des tuiles qui ne viennent pas par paire, donc il ne faut pas les appairer, mais vous pouvez retourner une tuile qui va soit vous donner un bonus en fin de partie ou en fin de manche, soit vous avez des tuiles un peu crasses, pendant ta gueule, que tu peux donner à un de tes adversaires. Genre, objectif plus 1, c'est-à-dire que maintenant, il ne doit pas s'arrêter quand il a 3 paires d'animaux, mais quand il en trouve 4, etc., etc. Mais toi, par contre, ça t'affecte pas, toi? Non, ça t'affecte pas, toi. Parce que tu lui donnes face visible. Tu lui donnes face visible. Tiens, alors lui, il est en train de chercher ses trucs, et tout d'un coup, bim, il a ça dans la gueule, il se dit, ah ben zut, ça c'est terrible. Voilà. Beaucoup de rythme, la manche, 15 minutes maximum, les enfants adorent, les grands adorent, c'est encore un moyen de se maudire autour d'une table. C'est génial, ça joue jusqu'à 6, je crois, exactement. Bien sûr, plus on est nombreux, plus c'est rigolo. Donc, je vous dis, une manche, 10 minutes, un quart d'heure, donc la partie, en 40 minutes, c'est plié. Les règles, aussi rapides que ce que je viens de le faire, voilà, c'est merveilleux. Et pour le coup, tu m'avais perdu à Memory, c'est-à-dire que c'est un des jeux dont tu m'as parlé aujourd'hui que j'ai pas acheté parce que, alors moi, on me surnomme le poisson rouge. C'est pas possible. C'est-à-dire que je prends une tuile, je la regarde, je la repose, j'ai déjà oublié. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, et souvent on le voit aussi avec les jeux qui datent un petit peu. Bah, on prend une mécanique qu'on connaît déjà, qui est le memory. Comment est-ce qu'avec un jeu qui est vraiment très familial et un peu chiant, on va le dire, complètement, et ben t'arrives à en faire un truc rigolo. Alors, c'est pas une rejouabilité de malade, mais bon, c'est pas le but, tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas y faire, c'est pas un jeu que tu vas poncer. Non, c'est ça. Mais par contre, ça t'assure une bonne ambiance autour de la table. Faut voir les barres de rire que tu te tapes, les enfants, ils adorent ça. Pour une boîte toute petite comme ça coûte rien. Alors toi, tu es plus grand que moi, mais c'est... Par rapport à ma taille, c'est une fraction plus importante. Oui, bah c'est Terraforming Mars pour toi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'est Terraforming Mars pour toi. C'est ça. Alors moi, le jeu suivant dont je veux vous parler, c'est une extension. C'est une extension d'un des jeux, si vous connaissez la chaîne, un de mes jeux favoris qui est Dune Imperium. Avant de parler de l'extension Bloodlines, je veux parler de Dune Imperium Insurrection par rapport à Dune Imperium. Au moment où c'est sorti, j'en avais fait quelques parties et j'avais dit que mon cœur balançait entre les deux. Aujourd'hui, je préfère strictement Dune Imperium Insurrection. La dernière partie que j'ai faite, c'était hier. J'en suis à une quinzaine de parties. Et tout ce que ça apporte de finesse et de retour d'expérience sur le premier Dune Imperium. Donc cette mécanique d'espion, que je trouve absolument fabuleuse. L'équilibrage global des cartes, où finalement vous avez des cartes qui coûtent 2, 3. Donc je rappelle, rivière de cartes, deck building, fin de ma manche, je peux acheter des cartes. Le premier jeu, vous avez des cartes qui valent 5, 6 ou plus. Les cartes en dessous, voilà, on les achète vraiment parce que, quoi. Là, même quand il y a une carte à 5, vous pouvez avoir intérêt à acheter une carte à 2. Vous avez cet équilibrage qui est extrêmement fin, cette addition qui est que vous avez 3 cases qui sont protégées par votre réputation auprès de factions, Empereur, Guilde spatiale, Fremen, qui protège cette mini-case qui émule la piste commerce de l'avènement de X, en haut à droite, auprès de la Chaume. C'est des réglages qui rendent le jeu, je trouve, beaucoup plus fin et beaucoup plus intéressant. Là-dessus sort Bloodlines. Bloodlines n'est pas encore disponible, en France en tout cas, n'est pas encore disponible, je crois, en Europe, et c'est un ami qui revient des États-Unis, qui est revenu des États-Unis, qui a inondé le marché, c'est-à-dire qu'il en a acheté 3. Et
pour les 3 personnes qui connaissaient autour de lui, qui avaient le jeu, dont lui-même, faut pas déconner. Bah oui. Alors, les mécanismes que ça apporte. Vous avez déjà des factions en plus, c'est-à-dire pas des factions, mais des personnages en plus, qui ont des mécaniques qui sont sympas. C'est toujours sympa d'avoir des personnages en plus, avec des mécaniques parfois un petit peu compliquées. Par exemple, vous avez Peter de Vries, il a son propre deck de cartes intrigue, et au début de chaque manche, il en pioche une, qui est globalement de puissance inférieure à celle des vraies cartes intrigue, mais elle est gratos, quoi. Et attention, elle est volable comme les autres, parce que c'est le même dos quand vous allez chez les Bene Gesserit, ce qui fait qu'il a une gestion de flux de cartes intrigue un petit peu différente, parce que comme il en pioche une au début de chaque manche, s'il en a 3 à la fin d'une manche, il en a 4 au début de la manche suivante, quelqu'un peut aller lui voler une carte intrigue. Donc il faut aussi les dépenser, penser à les gérer. Vous avez la guilde spatiale. Il y a un navigateur de la guilde qui ça ressemble un petit peu à la programmation des oiseaux à route, de très loin, hein. Mais il va piocher 5 cartes parmi 5 cartes parmi 9 de cartes à pouvoir one time, hein, déclenchement unique. Dès qu'il dépasse 2 sur une faction d'influence, il les a programmées dans l'ordre au début de partie, il retourne les cartes et il va déclencher. Donc il y a une espèce de programmation de dans quel ordre je veux faire mes effets en tout début de partie. Voilà, il y a d'autres. L'idée, c'est pas de les faire toutes, en tout cas, pas. J'ai une crampe au mollet, pas. Ça va ? Oui, pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de muscles que finalement, ça se dissipe assez vite. Les personnages, c'est toujours sympa. Plus on en a, c'est comme les femmes, plus on en a, mieux on est. Ça, on est en 2025, ça passera jamais. Cautionne pas. Je cautionne pas non plus, c'est-à-dire. Moi, je suis marié. Oui. Alors, je ne cautionne vraiment pas. Oui. Toi, tu t'en fous. Oui. Et puis moi, je connais ta vie dissolue. Alors, deuxième mécanisme, vous avez les sardocars. Alors, qu'est-ce que c'est que des sardocars? Vous avez des gros cubes noirs que vous allez mettre sur certaines cases d'emplacement d'ouvriers, en particulier chez l'empereur, au Landsraad, à différents endroits. Vous en avez 6 disposés. Et quand vous allez sur cet emplacement d'ouvriers-là, si le cube est toujours là et que personne ne l'a pris, vous avez l'option de payer 2 Solari pour recruter le sardaukar et le mettre dans votre garnison. En même temps, vous avez une rivière de pouvoir de sardaukar qui vont vous donner, par exemple, un en reveal, un d'influence pendant la phase de révélation, qui va vous donner 2 épées en plus, etc. 2 épées en plus s'il y a des vers des sables. Mais ce qui se passe, c'est que pour que le pouvoir de vos jetons soit actif, il faut qu'un sardaukar soit dans le conflit. Donc, vous êtes dans une case qui permet de mettre des troupes dans le conflit, vous mettez des troupes dans le conflit, très bien, tous vos pouvoirs sont actifs de sardaukar, même si vous n'en avez qu'un, et que vous en avez recruté plusieurs. Il se trouve que, après le conflit, c'est un peu comme les vers des sables, ça retourne pas c'est comme d'ailleurs toutes les autres troupes, ça retourne pas dans la garnison, vous perdez votre sardaukar. Pour re-recruter votre sardaukar, c'est-à-dire le rajouter en garnison, c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus lors de votre tour, vous payez 2 Solari, et vous remettez votre sardaukar dans la garnison. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez le déployer dans le conflit, à moins d'être dans une case qui permet de le déployer dans le conflit. Mais donc, ça, c'est une utilisation un peu différente des Solari, c'est-à-dire de l'argent, qui vous permettent de récupérer les sardaukars, un pouvoir, et puis, si je veux profiter des pouvoirs, il faut que mon sardaukar soit dans le conflit, y compris, tu as un en reveal de plus, oui, uniquement si le sardaukar est dans le conflit. Régulièrement, je vais devoir générer plus d'argent. Ça incite à générer plus d'argent pour remettre les sardaukars dans le conflit. Donc ça, c'est une mécanique de plus. Ensuite, dernière mécanique, vous avez des technologies qui sont l'équivalent des technologies, l'extension de l'avènement de X, mais un petit peu différente quand même. Alors, ça se paye toujours en épices. Vous pouvez en acheter dès que vous allez au Landsraad, c'est-à-dire sur une case verte, là-haut où vous utilisez votre argent. Typiquement, je dépense 5, je vais au conseil, comme ça j'ai 2 d'influence à la fin de chaque tour de révélation, et en même temps, je peux dépenser mon épice pour récupérer une techno. Donc il n'y a plus de cuirassés, en fait, les cuirassés de l'avènement de X. Et étonnamment, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Parce que les technologies, où je trouvais que c'était un élément de trop dans l'avènement de X sur le jeu de base, cette piste commerce de l'avènement de X, et les cuirassés et ces technologies, je trouvais que c'était trop. Voilà. Et là, bizarrement, alors que c'est la même chose, c'est juste la manière de les obtenir qui est un petit peu différente, je trouve que ça s'intègre mieux. Et globalement, ce que je constate, moi j'adore cette extension.
j'adore tous les aspects. Les Sardaukar, c'est super malin. Globalement, sur la proposition Dune, Imperium, Insurrection, plus Bloodlines, il y a cette gestion des contrats que je trouve un tout petit peu moins satisfaisante dans d'une Insurrection, d'une Imperium Insurrection. Et nous, on a introduit une variante qui est, s'il n'y a pas de contrat qui te plaît et que tu vas sur une case qui te permet de récupérer un contrat, en fait, tu peux cycler un contrat et prendre 2 Solari. Et ce qui se passe quand il n'y a plus de contrat, en fait. Et ça permet d'être un peu plus souple et de dire, moi, j'ai besoin de 2 Solari maintenant, j'ai des contrats, c'est sur le eyeliner, c'est-à-dire il faut avoir 5 d'épices. On s'est retrouvé hier, partie d'hier, tu as les 2 contrats visibles qui jouent sur le fait d'aller sur les 5 d'épices auprès de la guilde spatiale. Ta rivière de contrat, elle est bloquée un moment parce que, ok, tu es en début de partie, tu vas y arriver, mais pas tout de suite. Donc c'est pas forcément des contrats que tu vas prendre dont tu as envie, tu as plutôt envie de 2 Solari. Je trouve que avec Dune Imperium Insurrection et cette extension, finalement, ils ont fait c'est un retour d'expérience sur X. C'est-à-dire, la piste qui demande 2 d'influence auprès de la guilde, c'est sur une case, tu as un condensé de la piste commerce de l'avènement de X, où je monte là où je veux et je récupère de l'argent et j'ai payé de l'épice pour faire ça. Et ça, c'est les technos de X. Et je trouve ça, là où X explosait de manière pas subtile, là, je trouve ça beaucoup plus subtil, beaucoup plus intégré. La mécanique des Sardaukar, elle est super chouette. Et ce que je trouve génial, parce qu'un reproche qui est fait à Uprising Insurrection, c'est les vers des sables. J'étais, en fait, sur ce sentiment-là, dans mes premières parties, en me disant « Mais les vers des sables, c'est beaucoup trop fort, tu doubles les récompenses. » En fait, il y a des parties entières où il n'y a pas de vers des sables, où une personne joue des vers, mais c'est compliqué. Il faut une gestion d'économie d'eau qui est compliquée, que tu peux contrer en allant lui piquer d'eau, etc. Bon. Et là, ça donne des axes alternatifs aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de jouer vers des sables, joue Sardaukar. C'est autre chose. Ou, pour le coup, c'est pas sur l'eau qu'il faut jouer pour aller récupérer les vers, c'est sur l'argent, pour aller remettre tes Sardaukar. Et les bonus sont pas énormes. Tout est plus fin, tout est plus équilibré, tout est plus mesuré, et c'est pas un gros jeu explosif, quoi. Je ne joue plus qu'à Insurrection aujourd'hui, et je vois pas de raison de pas jouer à Bloodlines, là où les extensions, rapidement de la boîte de base, Avènement de X et Immortalité, je les ai enlevées, et je jouais plus qu'au jeu de base. Voilà, donc, j'ai l'impression, tu as un peu répondu à la question en développant, mais c'est vrai que moi je suis pas du tout un spécialiste de Dune, j'ai joué aux 2, et moi j'avais naturellement une préférence pour Insurrection aussi. De fait, moi je trouve qu'il y avait aussi plus d'interaction, moi j'aimais bien le côté ver de sable, etc., qui était justement plus violent. Oui, ça met le combat plus au centre du débat, quoi. Voilà, avec les mécaniques d'espion, etc., qui étaient aussi très très bien. Et c'est vrai que quand tu décris l'extension là, j'avais un peu peur, moi, de retrouver ce qu'ils avaient fait avec les extensions du premier Dune, que je trouvais pas toutes très réussies. Alors, les personnages supplémentaires, je trouve ça bien, mais bon, voilà, il y avait des choses, la piste, je crois que c'est Immortality, donc il y a une grande piste. Bon, je trouvais pas ça avec la notion de greffe, tu as un deuxième jeu de cartes où tu peux jouer les cartes 2 par 2. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Oui. Mais est-ce que j'ai besoin de ce niveau de complexité supplémentaire pour apprécier le jeu? Moi, au final, je me suis dit non. Et là, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, c'est que tu as et des personnages supplémentaires et des mécaniques qui sont suffisamment fines, en plus rattachées aux personnages, certainement, qui fait que ça a l'air d'être quand même... oui, parce que j'oubliais, évidemment, en plus de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire faction, enfin, personnages en plus, les Sardaukar et les technos, vous avez des cartes achetables dans le marché en plus. Et des cartes intrigues en plus. Vous avez même une carte conflit en plus. Et qui vont jouer sur ces nouvelles mécaniques. Si vous avez 2 technos en jeu à la fin, en reveal, vous pouvez gagner 2 d'épices ou quelque chose comme ça. On a des personnes comme ça. Et en fait, tout ça est un équilibrage beaucoup plus fin, beaucoup plus feutré, qui donne un jeu beaucoup plus intéressant, je trouve. Super, ça fait envie. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, Dune, le premier Dune était un chef-d'œuvre avant que le deuxième Dune sorte. Dune Insurrection me fait dire qu'il y avait des progrès à faire quand même. Et c'est vrai que les extensions qui étaient sorties, X et en particulier, étaient là suite à des retours de joueurs, et tu sens que c'était quand même un jeu brut de décoffrage avec des extensions brutes de décoffrage. Là,
le jeu arrive à sa pleine maturité, en fait. T'as le jeu qui est beaucoup plus mature, avec des extensions beaucoup plus fines et beaucoup plus matures. Chef-d'œuvre. Voilà. Si, avec tout ce que je viens de dire, vous achetez pas... Déjà, indépendamment de Bloodlines, j'ai pas vendu 1 ou 2 boîtes de Dune Insurrection, je vais me faire virer par Lucky Duck. Je ne travaille pas pour Lucky Duck. Loin de là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Ça a été pas si court que ça, comme d'habitude, quand je suis avec Jean-Charles. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Et merci pour l'accueil. Bah, je t'en prie. Anytime. C'était le joyau de notre empire. Peuple de Pompéi, que les jeux commencent! Un lieu de corruption, Qu'on les tue. de tentation Cet esclave te regarde comme dans un rêve, Cassia. et de lutte Quel est ton nom? Mon nom est Milo. pour survivre. Demain, nous nous battrons. Un esclave qui survit gagne sa liberté. Des 4 coins de l'Empire romain, les gens affluaient vers ce lieu. Si on te trouve ici avec moi, Cela en vaudra la peine. Qu'est-ce que c'est? C'est la montagne. Mais malgré notre puissance, tu le sens toi aussi. nous vivions dans l'ombre d'une force plus grande encore. Quoi qu'il advienne, nous serons libres, mon ami. Il faut gagner le port. Nous le ferons ensemble. Protégez-vous!